Centenaire de l'université de Fort Hare en Afrique du Sud, l'événement est marqué par des manifestations de protestation. Dixième congrès du parti islamiste Ennahda en Tunisie, les assises démarrées ce vendredi vont durer 3 jours. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'opposant congolais Moïse Katumbi peut donc quitter la RDC pour aller se faire soigner à l'étranger. Sa requête a en effet été acceptée par les autorités congolaises. Moïse Katumbi avait sollicité une mise en liberté provisoire couverte par un certificat médical qui dit qu'il a besoin de soins appropriés à l'étranger, ce que le procureur a accepté. Moïse Katumbi doit cependant s'abstenir de s'exprimer bruyamment sur l'affaire de recrutement de mercenaires présumés pour laquelle il est inculpé en République démocratique du Congo. La jeune fille présentée par l'armée nigériane comme une seconde rescapée du lycée de Chibok ne fait pas partie des 219 lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui le mouvement Bring Back Our Girls. Selon ce mouvement, Sarah Luka a bel et bien étudié dans le même établissement que les filles enlevées, mais n'a pas été kidnappée avec les autres lycéennes le 14 avril 2014. Sarah Luka aurait plutôt été enlevée par les insurgés dans sa maison à Madagali, à quelques 150 km de Chibok, dans l'état voisin d'Adamawa. Pour sa part, l'organisation Human Rights Watch s'inquiète de la tournure politique que prennent les événements au Nigeria au détriment de la première fille rescapée. Les acteurs de la dite organisation estiment que les premiers jours auraient dû être consacrés à sa santé ainsi que celle de son bébé avant d'en faire un événement politique. The first thing should be the humanity of this girl. D'abord, ce qui est le plus important, c'est l'humanité de cette fille et ses droits qui ont été violés par Boko Haram. Cela ne nous donne pas le droit de continuer de violer ses droits. Nous devrions respecter sa dignité et j'espère avec la deuxième rescapée que ce sera l'occasion de faire les choses bien et mettre les droits de cette fille et de celles qui seront trouvées au centre de l'action du gouvernement. Les premiers jours auraient dû être consacrés à sa santé mentale, sa condition physique et médicale, ainsi que celle de son enfant, et de lui donner du temps avec sa famille, avant de sortir les caméras et d'en faire un événement politique, avant même de penser à son rétablissement. La priorité aurait dû être de la protéger. La prochaine étape pour l'armée devrait être une approche axée sur le renseignement et ne pas jeter son filet en espérant les attraper. Ça devrait être plus stratégique parce que ces filles pourraient fournir beaucoup d'informations susceptibles d'aider l'armée à atteindre l'objectif de sauver toutes les autres filles. Et pendant qu'au Nigeria, on se réjouit plus ou moins du retour de 2 rescapés de Boko Haram, la secte islamiste a à nouveau frappé jeudi soir près de la ville de Bosso, dans le sud-est du Niger. Bilan 6 morts et 7 blessés. L'attaque a visé le village de Yebi, non loin de la frontière avec le Nigeria. Quelques habitations, un marché local et plusieurs têtes de bétail ont aussi été incendiées. L'armée nigérienne a engagé des opérations de ratissage dans le secteur pour neutraliser les assaillants. Je le disais en titre, en Afrique du Sud, l'université de Fort Hare, connue pour avoir formé plusieurs leaders africains comme Nelson Mandela ou encore Robert Mugabe, célèbre aujourd'hui son centenaire. La commémoration intervient dans un contexte tendu, dû notamment à des manifestations étudiantes au sein de l'université. Selon plusieurs médias sud-africains, la police a utilisé des canons à eau pour disperser un groupe d'étudiants de l'université qui voulaient bloquer l'accès au complexe accueillant les personnalités invitées à la célébration du centenaire. Ce matin, les étudiants ont essayé de construire des barricades sur la route qui mène à l'université, a indiqué le porte-parole de la police.
Nous avons renforcé la sécurité car depuis 2 jours, il y a beaucoup d'intimidation et des tentes installées pour la cérémonie ont été brûlées, a-t-il poursuivi alors que le président sud-africain Jacob Zuma et son homologue zimbabwéen Robert Mugabe sont présents pour la cérémonie d'anniversaire. Après l'intervention de la police pour empêcher le blocage, les étudiants ont entamé une manifestation sur le campus de l'université. Déjà la veille, certains étudiants avaient lancé des pierres sur des policiers avant d'être dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Ces violences à Fort Hare s'inscrivent dans un mouvement national de protestation des étudiants qui réclament depuis 1 an une scolarité moins chère et de meilleures conditions pour étudier. Fort Hare est connu pour être l'université qui a formé les élites noires sur le continent africain à l'époque où le gouvernement raciste de l'apartheid réservait les meilleures facultés pour les Blancs. Outre Nelson Mandela et Robert Mugabe, l'ex-président zambien Kenneth Kaunda ou encore l'ancien chef d'État tanzanien Julius Nyerere y ont aussi été formés. Dans son autobiographie, Nelson Mandela décrit Fort Hare comme un mélange d'Oxford, Cambridge, Harvard et Yale dans une seule université. Le 10e congrès du parti islamiste tunisien Ennahda s'est ouvert ce vendredi à Tunis. Un congrès de 3 jours qui va consacrer la célébration entre les activités politiques et les activités de prédication du parti. Images et précisions dans ce reportage. Ce congrès changera l'avenir d'Ennahda. Il fera du parti islamiste tunisien un parti civil comme les autres. Une étape majeure dans l'histoire de cette coalition qui veut à tout prix changer son image et élargir sa base. En effet, Ennahda veut officialiser sa séparation entre les activités politiques et religieuses. Première force à l'Assemblée nationale, la formation islamiste participe à l'actuel gouvernement aux côtés du parti laïque Nida Tounes. Les fondations de bienfaisance et de prédication sont connues comme étant la base fondamentale de ce mouvement depuis sa création. Mais une fois l'image du parti changée, ces fondations ne pourront plus être liées à l'organisation du parti. D'après les dirigeants d'Ennahda, cette séparation doit permettre au parti de se consacrer à l'action politique. Ce tournant sera soumis au vote des militants. À travers cette réforme, les dirigeants d'Ennahda veulent en faire un parti ouvert à tous les Tunisiens qui en majorité refusent l'amalgame religion-politique. Ils veulent également rajeunir et féminiser le parti. Mais pour ce qui est de la présidence de la formation politique, c'est l'actuel président Rachid Ghannouchi qui devrait être reconduit lors d'un vote prévu au début du congrès. 22 ans après le génocide du Rwanda, 2 anciens bourgmestres sont jugés à Paris. Pour la circonstance, la galaxie des spécialistes du pays des 1000 collines est appelée à témoigner. Ces spécialistes sont les témoins de conteste auxquels revient la lourde charge d'expliquer aux jurés les circonstances historiques des crimes imputés aux 2 accusés qui risquent la prison à vie. Un génocide planifié ou spontané, un double génocide des Tutsis puis des Hutus, la méfiance est palpable et les points de vue irréconciliables entre ceux qui dénoncent une lecture négationniste de l'histoire et ceux qui déplorent le silence sur les crimes du régime de Paul Kagame, l'actuel président issu de la rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais. La tension est apparue dès le premier jour autour de l'absence du chercheur André Guichoua, l'auteur du Rwanda, de la guerre au génocide publié en 2010, réputé pour son indépendance, a signifié dans un courrier lu à l'audience son refus de venir témoigner pour la défense. Jamais, dit-il, je n'accepterai de témoigner pour rééquilibrer des prestations d'autres experts. Du côté des partis civils, Maître Michel Laval a regretté l'absence d'un des meilleurs connaisseurs du Rwanda, qui fut expert devant le tribunal pénal international pour le Rwanda et a témoigné une 40aine de fois pour l'accusation. Ils sont tous d'accord sur un point, l'existence d'un génocide des Tutsis qui fut 800 000 morts en 100 jours et dont la mèche fut allumée par l'assassinat du président Hutu Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994. Sur presque tout le reste, il y a débat, à commencer par les auteurs de l'assassinat d'Habyarimana, des extrémistes Hutus pour les uns, des rebelles du FPR pour les autres. Un des points majeurs de désaccord porte sur la planification du génocide.
Pour la première fois en Afrique, la souche de Zika, responsable de troubles neurologiques et de microcéphalie en Amérique latine, a été détectée au Cap-Vert. La présence effective de ce virus au Cap-Vert va aider les pays africains à réévaluer leur niveau de risque et à augmenter leur niveau de préparation. Selon l'OMS, un consensus scientifique a été atteint sur la base d'un nombre croissant d'études préliminaires quant au lien de cause à effet entre le virus Zika et les cas de microcéphalie et de syndrome de Guillain-Barré. En ce qui concerne l'épidémie de fièvre jaune qui a déjà fait près de 300 morts en Afrique, elle est qualifiée de grave. Mais selon les estimations de l'OMS, cette épidémie ne constitue pas encore une urgence de santé publique de portée internationale. Afin d'évaluer l'ampleur de l'épidémie de fièvre jaune qui touche principalement l'Angola et la République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé OMS avait réuni son comité d'urgence composé d'experts internationaux. Ce comité est le seul à même de décider si une épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale, comme il l'avait fait pour Ebola en Afrique de l'Ouest, ou plus récemment pour Zika en Amérique latine, ce qui implique une mobilisation et une action internationale immédiate. Ainsi, l'OMS a indiqué dans un communiqué ce jeudi soir que le comité a conclu que les pics de fièvre jaune en zone urbaine en Angola et en République démocratique du Congo constituent des événements graves de santé publique, mais ne constituent pas à ce stade une urgence de santé publique de portée internationale. Depuis l'apparition de l'épidémie à Luanda, la capitale angolaise, fin décembre 2015, l'OMS a enregistré 293 décès. Au total, 2267 cas suspects ont été comptabilisés, mais pour l'instant, seuls 696 ont été confirmés en laboratoire. En République démocratique du Congo, par contre, 41 cas confirmés ont été enregistrés, essentiellement dans la capitale Kinshasa, mais seuls 2 d'entre eux sont des cas locaux, les autres ayant été importés d'Angola. 11,7 millions de doses vaccinales ont déjà été envoyées en Angola, d'après l'OMS. Et en République démocratique du Congo, 2,2 millions de personnes doivent être vaccinées. De son côté, la Fédération internationale de la Croix-Rouge a mis en garde ce jeudi contre les risques de propagation de l'épidémie qui pourrait devenir une crise mondiale. La vaccination est la principale mesure préventive contre cette maladie. Et c'est sur ces images que nous mettons un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de votre attention et merci aussi de votre fidélité à SICA et à bientôt.